Chaque fois que je regarde le tableau d'Émilie Carr, Sapin et ciel, il me semble toujours plus grand, plus monumental qu'il ne l'est vraiment. Ça me rappelle qu'un tableau n'a pas besoin d'être grand pour être puissant. C'est un effet que l'artiste a cherché à produire tout au long de sa carrière. Émilie Carr vivait en Colombie-Britannique. C'était une femme énergique et indépendante, à une époque où on considérait cela comme assez inhabituel. C'était une artiste hors norme aussi, avec un style bien à elle, très frappant encore de nos jours, avec lequel elle cherchait à illustrer l'admiration et la révérence qu'elle éprouvait pour les paysages spectaculaires de sa province natale. L'arrière-plan de Sapin et ciel est une zone de forêt coupée à blanc dans les montagnes de Colombie-Britannique. Pourtant, le sujet n'est pas la destruction. Celle-ci semble disparaître alors que la vue s'ouvre, vous invitant à y pénétrer. Je pense souvent qu'il y a quelque chose de curieusement humain dans cet imposant sapin solitaire sur la droite, comme s'il s'étirait pour atteindre le ciel. Et les 4 autres survivants de la coupe à blanc, qui s'estompent dans l'arrière-plan, ont quelque chose de triste. Observez comment la pente recouverte de pin sur la gauche équilibre la composition et lui donne de la profondeur. Ici, l'artiste a utilisé des coups de pinceau rapides et expressifs pour créer la rapidité et la spontanéité que vous trouveriez dans une esquisse faite sur place. Remarquez aussi comment, en transformant les formes d'arbres et la colline en triangles et spirales, elle nous révèle que les forces cachées de la nature façonnent et transforment sans cesse la surface de la Terre. On se sent petit devant ce paysage, mais on a aussi le sentiment d'y être relié. Émilie Carr a étudié l'art un peu partout, en Californie, en Angleterre, en France. Elle a été inspirée par de nombreux styles, mais plus particulièrement par le style des post-impressionnistes français et des fauves, qui cherchaient à exprimer ce qu'ils ressentaient plutôt que ce qu'ils voyaient. Elle voulait peindre en grand et expérimentait constamment afin de tenter d'exprimer l'essence de la Colombie-Britannique. De plus en plus sur le tard, c'est l'esprit du ciel qu'elle cherchait à capter, écrivant dans son journal intime « Maintenant, je sais que le ciel est aussi important que la terre et la mer. » Le ciel domine le tableau, peint vers la fin de la carrière de Carr. Il s'élève vers le haut de la toile en une série de lignes ondulées rythmiques. À sa manière poétique, Carr dit que le ciel commence couleur lavande sous les arbres et s'élève vers le vide plus doux de l'espace aérien aux teintes mêlées de vert, se perd dans les nuages dentelés, puis dans le bleu profond infini, non pas plat et lisse comme le centre du ciel, mais ample et projeté vers l'avant. Regardez-le un moment, et ce ciel extraordinairement peint semble vibrer, les fins rubans jaunes émergeant dans le haut, comme des émanations d'énergie à peine contenues. Des tableaux comme celui-ci démontrent bien qu'Émilie Carr a trouvé des moyens de peindre en grand. Elle a capturé l'esprit de la nature, ses vastes forêts et ses ciels sans fin sur un petit morceau de toile tendue. Pendant de longues années, ses œuvres ont été très mal acceptées. Elles étaient considérées trop modernes pour la Colombie-Britannique conservatrice. Mais, tard dans sa carrière, elle a rencontré le groupe des 7, des artistes peintres qui, eux aussi, cherchaient à capturer le paysage canadien. Ils ont reconnu le même objectif dans son œuvre et l'ont accueilli comme un des leurs.